Bon, écoutez, je vous propose de commencer ce webinaire donc, sur la gestion de risque, les nouvelles tendances. C'est vrai que les référentiels de gestion de risque ont pas mal bougé depuis un an, les principaux référentiels. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on puisse, voir les nouvelles tendances. On parle d'âge de raison, on va voir pourquoi. Tendance des plus gros référentiels de gestion de risque qui sont l'ISO 31000 et qui sont le COSO. Puis nous verrons finalement qu'est-ce qu'impliquent ces nouvelles tendances en termes de méthodologie, comment vous allez devoir caler en fait votre méthodologie. En termes notamment de deux étapes qui sont cruciales, qui sont l'identification des risques et la mesure des risques. Puis on verra la partie également gouvernance des risques, parce que les deux référentiels insistent beaucoup sur ce point-là. Alors, les nouvelles tendances. On parle d'âge de raison. Pourquoi on parle d'âge de raison? Parce qu'en 2017, on a l'arrivée du nouveau COSO consacré à la gestion de risque. Le précédent datait de 2004, donc on est à 13 ans. Largement l'âge de raison. Le nouveau COSO qui se veut plus simple, le nouveau COSO aussi qui veut partir d'un élément qui est la gestion de risque doit être diffusée dans l'ensemble des cycles de l'organisation, des cycles de vie de l'organisation, de la définition de la stratégie au suivi de la performance. L'ISO 31000, elle est plus récente, elle vient d'arriver la version 2018 vient d'arriver en février. Elle fait suite à l'ISO 31000 version 2009, donc là aussi l'âge de raison, on est au-dessus des 8 ans, qui se veut simple. Alors pourquoi est-ce que ces deux référentiels majeurs de la gestion de risque connaissent une évolution cette dernière année? Pour une raison qui est simple, c'est que dans pas mal d'organisations aujourd'hui, la gestion de risque est en place depuis 10, depuis 15 ans. Et on a pu capitaliser sur le retour d'expérience. Et c'est vraiment ce qu'ont souhaité ces deux référentiels, avec trois éléments importants qui sont communs aux deux. Un, la nécessité de répondre aux besoins des parties prenantes. Et dans la notion de partie prenante, on parle notamment de la gouvernance et plus particulièrement pour les grosses organisations, du conseil d'administration avec des administrateurs qui sont parfois membres d'un comité des risques et d'audit et qui, à ce titre-là, on commence à avoir une connaissance assez fine de la gestion de risque. En parallèle de ça, on capitalise sur l'expérience parce que, très clairement, la gestion de risque est un domaine un peu complexe, avec un vocabulaire un peu complexe. Et les administrateurs, les parties prenantes, les organisations ont réclamé un vrai besoin de simplification. Besoin de simplification qui est en lien avec une chose qui est très simple, c'est qu'une gestion de risque dans l'organisation, pour qu'elle marche, il faut qu'elle parle à tout le monde. Donc, les deux référentiels ont misé, alors je ne vous ai pas mis les schémas des référentiels précédents, mais ont vraiment misé sur la simplicité, sur un vocabulaire qui est beaucoup plus simple, qui parle plus aux dirigeants et aux managers d'une organisation. En parallèle de ça, simplification, oui, mais dans un environnement qui est de plus en plus complexe, avec des risques qui sont de plus en plus technologiques. On va parler par exemple de la cybercriminalité, dans lequel le COSO maintenant est rentré avec tout un pan consacré à cet élément-là. Cybercriminalité qui fait partie aujourd'hui des 5 risques majeurs reconnus partout dans le monde, dans les organisations et qui inquiètent de plus en plus les dirigeants. Disons 31 000, on parle un petit peu moins. Mais quoi qu'il arrive, oui, il y a un vrai besoin sur la gestion de risque parce qu'on est dans un univers qui est complexe. Alors, je me suis amusé à comparer en fait les grandes orientations de ce nouveau COSO 2017 et de cette nouvelle ISO 31000 version 2018, en regardant vraiment les grandes orientations et les grands changements. Et ce qui est assez frappant lorsqu'on fait le parallèle entre ces deux référentiels, c'est que finalement, ils nous disent la même chose. C'est plutôt bon signe d'ailleurs. D'abord, que la gestion de risque doit être intégrée dans la stratégie. C'est clairement signalé dans le COSO 2017, c'est même le point de départ. Côté ISO 31000, on nous dit bien que la gestion de risque doit être intégrée dans les processus de stratégie et de management.
on dit la même chose. Après, c'est une certaine logique. Une gestion de risque, un risque, qu'est-ce que c'est? Un risque, c'est un événement qui pourrait remettre en cause la stratégie de l'organisation et sa déclinaison en objectifs opérationnels. Donc, en effet, c'est logique de voir la gestion de risque présente dans la définition de la stratégie. COSO 2017, ISO 31000 nous disent bien, et là c'est le premier retour d'expérience, qu'une gestion de risque, pour être active, pour être un outil de gestion, doit forcément répondre à la culture et aux valeurs de l'organisation. D'un côté, on nous parle de culture-valeur, de l'autre côté, on parle de culture et contexte. Il n'y a pas une gestion de risque, il y a une gestion de risque par organisation, par entreprise. Intégrer le facteur humain, on l'a également dans les deux. Là aussi, c'est un retour d'expérience. Une gestion de risque, on n'est pas sur une science exacte. Une gestion de risque, on est forcément avec des éléments qui rentrent dans l'institut personnel. On va parler d'appétence au risque, on va parler d'aversion au risque. Et là, c'est l'approche de l'humain qui fait la différence. Ce qui veut dire qu'à un moment dans votre organisation, si vous avez un changement de management, peut-être que vous allez devoir recaler un peu votre méthodologie. Ça veut dire aussi quand on identifie les risques, quand on les mesure, quand on prend des décisions vis-à-vis des risques, on le fait en fonction le manager le fait en fonction de sa perception. Une gestion de risque, ça permet d'accroître la performance. Au niveau du COSO, ISO, pareil, intégré dans le management de la performance. Et oui, parce que de toute façon, lorsqu'on fait de la gestion de risque, c'est ce qu'on cherche. On cherche à pérenniser la performance, voire à l'accroître. C'est encore plus vrai avec ces deux référentiels qui sont des émanescences de comités plutôt anglo-saxons où la notion de gestion de risque est éminemment liée à la notion d'opportunité. C'est pour ça qu'on le retrouve d'ailleurs dans l'ISO 9001 version 2015 qui parle de gestion de risque et opportunité. Enfin, en termes d'organisation, le COSO comme l'ISO sont très clairs. La gestion de risque, c'est porté par les équipes qui sont dédiées, quelles qu'elles soient, quel que soit leur rattachement. Et le client, c'est la gouvernance, et c'est bien la gouvernance qui pilote, qui gère la gestion de risque, qui s'en sert comme outil. Donc on est bien sur une gestion de risque qui est un outil de gestion qui est à destination des dirigeants et des managers de l'organisation. Alors j'ai retrouvé une stat qui à l'époque avait fait un peu de bruit sur une enquête qui avait été réalisée par PricewaterhouseCoopers en 2014 et Price avait été surpris de voir que pour 63% des dirigeants qui avaient répondu à cette enquête, la gestion de risque devrait être fortement, voire très fortement intégrée dans le processus de définition de la stratégie. Le COSO 2017, l'ISO 31000 répondent à cette attente parfaitement. On voit qu'on est en phase. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir adapter les démarches de gestion de risque à vos structures, mais également prendre en compte les besoins des dirigeants. Et vous allez devoir, pour les méthodologies que vous développez et ou que vous allez déployer, faire un arbitrage entre quelque chose qui est simple et rapide, quelque chose qui est itératif, qui est complet, quelque chose qui parle aux opérationnels et qu'ils comprennent, puisqu'il y a un besoin de simplification, mais quelque chose aussi qui est suffisamment complet pour apporter un retour sur investissement à la démarche, retour sur investissement que réclame aujourd'hui la direction. Donc, il va falloir caler un petit peu vos méthodologies de gestion de risque, sauf si vous les avez déjà intégré un certain nombre de paramètres dont on va parler maintenant. Alors, méthodologie, l'identification et la mesure du risque sont impactés par ces nouvelles tendances. Il va falloir qu'on définisse une méthodologie qui est à la fois efficace, mais qui est également unique. Pour ça, je rappelle la boucle vertueuse de la gestion de risque. C'est un schéma qui s'applique à toute méthodologie de gestion de risque. Une gestion de risque, on commence par identifier les risques, les opportunités, on les hiérarchise, on définit une cible, une stratégie par rapport à chaque risque, on définit les plans d'action pour atteindre la cible, puis ensuite on monitore l'ensemble via le pilote de la démarche qui est le risque manager ou celui qui gère la gestion de risque dans l'organisation.
Ensuite, la gestion de risque, ça fait partie d'un écosystème. C'est pas simplement un risque manager qui met en place une méthodologie dans son bureau. Forcément, il va devoir intégrer les améliorations, les évolutions des fonctionnements de l'organisation. On n'est pas sur des organisations qui sont figées. Aujourd'hui, les choses vont vite. Les améliorations sont constantes dans l'organisation. Il faut les intégrer parce qu'elles impactent les risques. L'audit va également, par ses travaux, impacter la gestion de risque parce qu'ils vont factualiser un certain nombre d'éléments. Puis après, il y a les incidents. Un incident, c'est un risque avéré, c'est-à-dire c'est vraiment un risque qui se réalise sur lequel il faut capitaliser. Ça, c'est une gestion, une boucle vertueuse et une démarche qui s'applique en fait à l'ensemble des méthodologies de gestion de risque. Là où ça va être un petit peu plus compliqué, c'est qu'il va falloir identifier les besoins de la direction sans perdre de vue ceux des directions opérationnelles. Une direction, elle va avoir tendance à parler de grande famille de risques. Elle va dire c'est quoi mon risque incendie, c'est quoi mon risque juridique, c'est quoi mon risque informatique, c'est quoi mon risque de taux. Donc on sait très bien, lorsqu'on déploie des méthodologies de gestion de risque, qu'en fait, ce n'est pas un risque incendie, c'est beaucoup de risques incendie à différencier en fonction des causes, en fonction des conséquences. Donc, il va falloir préparer quelque part cette fameuse consolidation du risque qui est centrale, qui est l'un des points les plus compliqués à mettre en œuvre dans une organisation, pour à la fois répondre aux besoins de la direction qui ont une vision très consolidée et aux besoins des opérationnels qui, eux, veulent utiliser la gestion de risque pour motiver leur plan d'action d'amélioration. Un point également qui est important, c'est qu'on va parler des top risques de l'organisation. On parle bien de ceux qui seraient susceptibles de remettre en cause la stratégie de l'organisation, les grands objectifs opérationnels qui découlent de cette stratégie. Donc on n'est pas sur des risques du quotidien, on est vraiment sur des choses qui sont très importantes. En gros, il va falloir faire la passerelle, le pont, entre les risques opérationnels utiles au niveau du ce qu'on appelle le middle management, le management intermédiaire pour gérer leurs activités, leurs processus, et puis une vision synthétique et adaptée de la direction qui veut avoir des réponses très rapides. Pour cela, il y a des méthodes d'identification des risques qui doivent vous permettre quelque part de préparer cette consolidation. Ces méthodes, elles reposent sur un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, identifier les risques de manière très structurée. Un risque, c'est un événement redouté. Et derrière, il peut avoir plusieurs scénarios. En disant ça, vous avez déjà une partie des réponses sur la notion de consolidation. On va ensuite pouvoir aller chercher sur un événement redouté les scénarios les pires. Et là, on répondra à la direction et aux parties prenantes. Ensuite, un risque, ça implique des causes et des conséquences en fonction du scénario. En gros, le risque incendie, ce n'est pas quelque chose qui est facilement travaillable, mais par contre, il faut bien rentrer dans le détail en définissant les scénarios, les causes, les conséquences. Et donc, j'ai plusieurs sous-risques. Ça, c'est le premier élément. Préparer un reporting en anticipant les besoins de la direction, c'est aussi jouer un peu au Rubik's Cube. J'aime bien cette image-là. C'est-à-dire qu'à un moment, une direction elle va vouloir vous dire « Ok, mais moi, j'aimerais bien voir mes risques de type informatique. Moi, j'aimerais bien voir les risques de type juridique. J'aimerais bien savoir, en tant que dirigeant, ce qui est susceptible de m'emmener en prison. » Par exemple. Et cette question, moi, je l'ai déjà eue 2 fois dans ma carrière. Donc, il va falloir rattacher les risques. Rattacher les risques à des familles de risques. Rattacher les risques également au processus et aux procédures, parce qu'un pilote de processus, à un moment, dans l'animation de son processus, va avoir besoin de la gestion de risque. Ou un nouvel entrant, un nouveau manager qui rentre dans l'organisation, aujourd'hui, peut vous poser la question, et finalement, quels sont les risques que je porte? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, serait susceptible de remettre en cause mes objectifs? Donc là aussi, il faut le préparer. En gros, on organise l'information de manière à pouvoir répondre au reporting en identifiant bien ces risques pour résumer avec des libellés propres, vraiment sur les événements redoutés synthétiques. Ensuite, derrière, on va rattacher les risques à des familles
à des processus, à des procédures, à des porteurs de risque également, qui sont les pilotes de risque, qui sont les propriétaires processus, qui sont également les entités. Et là, on répond à une vraie problématique actuelle, c'est que de plus en plus de sociétés sont mondialisées avec des filiales. On sait qu'un risque dans une filiale peut être différent en termes de maîtrise, en termes de cause, en termes de conséquences que le même événement retrouvé dans une autre filiale. Voilà. Donc l'identification, c'est la base et c'est les premiers éléments qui vous permettent de préparer le reporting et de répondre aux besoins d'une direction. Le deuxième élément, c'est de savoir identifier encore une fois les top risques. Et là, il n'y a pas de secret. Il va falloir que vous définissiez une échelle unique et adaptée évidemment au contexte, mais cette échelle unique, elle doit être au regard du poids de l'organisation. En gros, on va raisonner encore une fois sur un pourcentage de chiffre d'affaires, mais sur les choses qui font vraiment peur à une direction. Par exemple, un risque, on commence à réfléchir sur son traitement à partir de 3% du chiffre d'affaires, à partir de 10% des fonds propres, à partir de X% du résultat net. Au niveau des critères également, il va falloir les adapter, et ça c'est important. Les critères notamment de gravité. On ne va pas regarder de la même manière les risques si on est une compagnie d'assurance où on va vraiment insister sur l'impact financier ou si on est un bailleur social où on va plutôt insister sur l'image parce que le bailleur social est souvent rattaché à un conseil général, par exemple, et quand il y a un problème chez un bailleur, ça rejaillit sur l'organisme de tutelle. Après, il ne faut pas non plus multiplier les impacts, les critères d'impact, parce qu'après, ça devient compliqué. Petite astuce aussi que je vous donne pour pouvoir mesurer les risques, on perd bien la criticité nette. On utilise la cartographie que vous voyez sur la droite, qui est la cartographie standard, impact, probabilité, ça c'est un classique du genre. Cette cartographie qui est souvent un livrable, c'est plus qu'un livrable, c'est aussi un vrai outil de mesure. C'est-à-dire que en gros, les zones rouges, les zones oranges, les zones jaunes et les zones vertes, elles sont amenées à être adaptées à votre organisation. Lorsqu'on travaille pour un organisme de trading qui a l'habitude de gérer les risques, qui a une vraie appétence au risque, ils vont peut-être vous dire, mais moi, j'ai qu'une zone rouge, c'est celle qui est en haut à droite. Pour une entreprise moins mature, ils vont dire, moi, j'ai pas de zone orange. Toute la partie orange et rouge, c'est rouge, en fait, et on est bien sur des risques que je veux voir traités qui sont importants pour moi. Donc, n'hésitez pas à faire bouger également ces zones. C'est une petite astuce, mais ça marche assez bien. Parce que, de toute façon, à la fin, il va bien falloir que les risques que vous avez identifiés, que vous avez scorés, la direction, la gouvernance de votre organisation s'y retrouvent, les comprennent. Et c'est l'objectif vraiment, parce que s'ils se retrouvent dans les risques, ils vont les prendre en charge. S'ils vous disent, bah non, finalement, je n'y retrouve pas mes petits, ils risquent de vous dire, votre méthodologie ne fonctionne pas et moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, n'hésitez pas à jouer sur des paramètres pour répondre aux besoins, encore une fois, du management en termes d'impact. Définissez les mêmes avec votre management, c'est une étape qui est centrale. Et ensuite, n'hésitez pas à jouer sur également les zones de la cartographie. Il y a d'autres méthodes. Pour la probabilité, c'est plus simple, donc je ne l'aborde pas sur ce point-là. Savoir identifier les risques et les top risques du management, c'est aussi intégrer les dispositifs de maîtrise. Alors, c'est une notion qui est très présente dans le référentiel COSO, ce qui est logique, puisque le référentiel COSO, il vient du contrôle interne et les dispositifs de maîtrise, c'est le contrôle interne. Il est également présent, et on l'oublie souvent, dans l'ISO 31000. Et là, de nouveau, dans cette nouvelle version, l'ISO 31000 nous dit bien que les risques ils doivent être identifiés et scorés et évalués en fonction des dispositifs de maîtrise. Les dispositifs de maîtrise, c'est tout ce qui est en place déjà dans l'organisation pour justement maîtriser ces risques, limiter les impacts ou limiter la probabilité de survenance. Donc, il va falloir les lister de manière homogène, et identifier, in fine, avec les opérationnels, les trous dans la raquette,
les failles, ce qui pourrait être amélioré. Et c'est bien le manager avec lequel vous travaillez qui est chargé de vous identifier finalement les failles pour chaque risque. Ce faisant, vous allez pouvoir scorer vos dispositifs de maîtrise avec une échelle qui là aussi doit être adaptée, doit être homogène. On peut faire simple, on peut faire plus complexe. Ce qui fait que vous allez pouvoir avoir non plus la cartographie qu'on connaît habituellement, mais cette cartographie qui mixe la criticité et les dispositifs de maîtrise. Et celle-là, elle est centrale, c'est l'objectif. Ça va vous permettre de dire, j'ai des risques qui sont critiques, mais que je maîtrise très bien. Donc, quelque part, en termes de stratégie de réponse, je n'ai pas à bouger, sauf à maintenir mon dispositif. Par contre, j'ai des risques qui sont critiques, stratégiques, que je ne maîtrise pas. Et cela, il faut que je travaille dessus. Il faut que j'améliore mon dispositif de maîtrise. A contrario, vous allez avoir des risques qui sont des risques faibles, qui ont relativement peu d'impact et que je maîtrise très très bien. Et là, on va rentrer dans les risques qui sont quelque part tellement bien maîtrisés qu'on est sur de la surqualité. Et on peut libérer, du coup, des ressources. Le retour sur investissement, il est là. Je priorise mes plans d'action et je les priorise tellement bien que grâce à une bonne gestion de risque, je peux libérer des ressources à droite pour les affecter à gauche. C'est ce que va rechercher une direction générale, hein, encore une fois. C'est faire simple, efficace, mais avec un retour sur investissement. Le retour sur investissement que vous pouvez lui présenter, il est là. On a vu l'adaptation pour pouvoir répondre aux besoins de votre direction générale, de votre conseil d'administration, de vos organes de gouvernance. Justement, derrière, va se poser d'autres questions. Là aussi, on est sur la question des passerelles, mais cette fois plutôt entre différentes méthodologies de gestion de risque qui existent dans l'organisation et l'enterprise risk management tel que je vous le présente, où là, on traite plutôt des grands risques de l'organisation. Déjà, de la méthodologie de gestion de risque, vous allez en trouver, par exemple, pour définir le document unique, qui est exactement sur le même cycle. Hein, j'identifie, je hiérarchise, je définis ma cible, je monitore. C'est qu'on est sur une granulométrie des risques qui sont très bas. Et si vous appliquez une échelle entreprise à ces risques, en fait, ils sont tous en bas à droite, très peu d'impact, et après une probabilité plus ou moins importante, mais l'échelle va être difficilement adaptable. L'échelle de l'organisation à ces risques-là va être difficilement adaptable. Ça va être la même chose pour les risques projets. Pour les risques projets, en fait, c'est tous les risques qui sont susceptibles de remettre en cause les objectifs du projet. Mais j'ai envie de dire que pour chaque projet, je devrais presque avoir une échelle qui est adaptée. Et là encore, ça va être compliqué d'appliquer l'échelle organisation globale à chaque projet parce que elle sera pas, on n'arrivera pas à avoir une granularité suffisamment fine pour pouvoir comparer les risques entre eux. Donc là, je vous ai déjà quasiment donné la solution. Pour pouvoir faire converger les méthodes, les gestions de risques, la meilleure solution pour moi, c'est de faire converger les démarches et respecter bien les cycles, identification, hiérarchisation avec un dispositif de maîtrise, définir les cibles, les plans d'action et monitorer l'ensemble. Par contre, il faut que vos méthodologies prévoient des passerelles. Et donc, par exemple, on va les remonter, les principaux risques du document unique, les principaux risques projets dans la matrice des risques, la base de risque global organisation, mais uniquement encore une fois, les risques majeurs. Et un point sur lequel je voudrais faire un petit focus également, c'est sur la qualité produit. De plus en plus de clients chez qui je vais me disent « Oui, mais moi, je fais de la gestion de risque, je fais de l'AMDEC en lien avec la qualité produit. » Donc, est-ce que je peux réutiliser cette méthode AMDEC pour pouvoir traiter des risques stratégiques, pour pouvoir traiter des risques liés aux objectifs? Et moi, j'ai une position assez tranchée là-dessus, et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la méthode d'évaluation de l'AMDEC repose sur 3 critères, qui sont impact, probabilité, ça c'est très simple, mais ensuite il y a un troisième critère qui est le pourcentage de détection. En gros,
à partir de 5% de non-conformité sur un produit, je vais devoir détruire et mettre au rebut l'ensemble de la série. Ça, c'est l'AMDEC. Sauf que cette méthodologie-là, de scoring, elle n'est pas du tout applicable à des risques de type stratégique. Si vous allez voir votre direction générale en disant par rapport je sais pas, au risque d'arrivée d'un nouvel entrant qui va nous prendre des parts de marché, vous allez scorer impact probabilité, puis ensuite vous allez dire j'ai 5% de chance, on va s'activer à partir du moment où on a 5% de chance de détection. Ça ne va pas l'intéresser votre direction générale. Ce qui va l'intéresser, c'est qu'est-ce que je mets en place comme barrière à l'entrée pour éviter justement l'arrivée d'un nouvel entrant. Donc on voit que l'AMDEC n'est pas forcément très adapté à ces risques stratégiques et à ces grands risques de l'organisation. A contrario, est-ce que la méthodologie que je vous ai présentée est adaptée à la qualité produit? Bah oui, elle l'est. Parce que finalement, calculer un pourcentage de détection, c'est pour moi un élément de maîtrise. Donc en fait, on peut très bien appliquer notre méthodologie de gestion de risque à tout type de risque. Et ce n'est pas vraiment le cas pour l'AMDEC. Donc si vous avez mis en place de l'AMDEC, posez-vous des questions, testez l'AMDEC sur des vrais risques importants de l'organisation avec votre direction. Et à fort à parier que ça ne marchera pas ou que ça ne répondra pas à leurs attentes. Alors c'est vrai que c'est une révolution, hein, parce que beaucoup de directions de qualité utilisent l'AMDEC, qu'on voit également des éléments de l'AMDEC qui s'appliquent aux risques de processus ou aux risques stratégiques. Moi, j'y crois franchement pas trop. Puis, voilà. Au niveau méthodologique, il y a également l'élément de gouvernance des risques. Si le pilote de la démarche, c'est la gouvernance, c'est-à-dire qu'il va falloir également structurer en cascade ceux qui vont gérer la démarche de gestion de risque. En fait, vous avez trois grands acteurs dans la gestion de risque. Vous avez le propriétaire de risque, le manager. Lui, il pilote son portefeuille de risque. Il doit prendre des décisions sur ces risques, définir sa stratégie, définir les plans d'action, aller vendre les plans d'action à la gouvernance pour libérer du budget. Ça, c'est le propriétaire. Son rôle est parfaitement central dans la démarche. Ensuite, vous avez le pilote de la démarche. Comme il y a le pilote de la démarche processus, vous avez un pilote de la démarche risque. Lui, il est garant de la méthodologie. Il est chargé également d'aider les propriétaires dans l'application de cette méthodologie. Et puis, il fait également, en consolidant les bases de risque, le reporting à la gouvernance. Donc, il est vraiment à la croisée des chemins. Et puis, vous avez là, encore une fois, la gouvernance, c'est ça, l'ISO 9001, l'ISO 31000, pardon, et le COSO 2017 sont très, très clairs. C'est bien la gouvernance qui pilote la démarche. C'est une organisation de gouvernance de la gestion de risque qui est assez standard. Par contre, vraiment, chacun doit avoir un rôle clair et précis. Au centre, il y a le propriétaire du risque, puisque finalement, c'est celui qui est au plus près du risque, c'est celui qui doit le gérer. Donc là, maintenant, se pose forcément la question de qui sont les propriétaires de risque, comment les identifier. Alors, je me suis fait, j'ai réfléchi sur une comparaison entre, finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un pilote de processus, qu'est-ce qu'on attend d'un propriétaire de risque. Alors, un pilote de processus, qu'est-ce qu'on attend de lui? Il va devoir définir et suivre les objectifs du processus, validés par la gouvernance. On attend de lui qu'il suive les indicateurs de performance de son processus, savoir si oui ou non il atteint les objectifs, et sinon, on va lui demander de décider des améliorations sur son processus. C'est bien lui qui le pilote réellement. Il doit rendre compte à la gouvernance, fonction du champ de compétences et de responsabilités qui lui est donné. Et le pilote de processus, il doit également promouvoir la démarche. Alors, si je fais le parallèle par rapport au propriétaire de risque, qu'est-ce qu'on lui demande à un propriétaire de risque? On lui demande d'identifier et de mesurer les risques qui remettraient en cause les objectifs. Quel est le mieux placé pour identifier et mesurer les risques qui remettent en cause les objectifs de l'organisation, si ce n'est la personne qui les a définis et qui les suit?
On voit que là, il y a un premier élément de réponse sur est-ce que le pilote de processus et le propriétaire de risque sont-ils les mêmes personnes? Un propriétaire de risque, il doit définir et s'engager sur une stratégie de réponse. C'est à lui que revient le fait de dire par rapport à un risque, oui, je veux m'améliorer ou non, je ne fais rien. C'est bien lui qui doit décider des améliorations, comme le pilote de processus. Un propriétaire de risque, il doit également suivre les risques et leur traitement. Suivre les risques et leur traitement, c'est bien décider des améliorations et de suivre également les améliorations. Rendre compte à la gouvernance propriétaire de risque, rendre compte à la gouvernance de l'état de son portefeuille de risque, comme le pilote de processus rend compte à la gouvernance, et il doit promouvoir les démarches. Donc vous l'avez évidemment compris, les propriétaires de risque sont les pilotes de processus. Alors ça implique quoi également? Ça renforce également le rôle de la gestion de risque, qui est vraiment un outil derrière pour le pilote de processus dans le cadre de ses revues, aussi bien de ses revues de processus, où il doit à un moment se dire par rapport au plan d'action que j'ai sur mon processus, lesquels sont importants, lesquels ne sont pas. Également par rapport aux revues de direction, où il va, encore une fois, justifier de ses plans d'action par rapport au risque et les vendre à la gouvernance. C'est vraiment central. Identifiez bien vos propriétaires de risque comme des pilotes de processus. Forcément, vous allez avoir les mêmes problématiques que quand vous essayez de trouver quel est le bon pilote de processus. Vous aurez les mêmes problématiques sur les risques, mais finalement, qui est le vrai propriétaire de risque. Mais ça, c'est normal. Et dites-vous même que c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que quand vous avez du mal à identifier les pilotes de processus et donc les propriétaires de risque, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des trous dans la raquette en termes d'organisation et qu'il faut aller voir la gouvernance de manière à ce qu'il vous aiguille. Et puis ensuite, derrière, vous aurez toujours un reliquat, peut-être d'une dizaine de risques que vous ne serez pas affectés. Voilà, ça sera un arbitrage qui sera pris par la gouvernance.